Comment 15 000 soldats, pourtant retranchés derrière des défenses réputées inviolables, ont-ils pu être encerclés puis anéantis en moins de 7 jours sous les yeux d'un monde incrédule? Sur le front de Kharkiv, une offensive éclair a déjoué toutes les analyses occidentales, renversant certitudes et doctrines en un temps record. Ce type de désastre n'est pas inédit dans l'histoire militaire, mais il frappe ici par sa brutalité et sa rapidité. On pense inévitablement au siège de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale, où des dizaines de milliers de soldats allemands furent encerclés et contraints à la reddition. Mais à Kharkiv, la technologie de pointe, la guerre de l'information et la vitesse d'exécution ont donné une dimension inédite à la défaite. En quelques nuits, la ligne ukrainienne, présentée comme une forteresse moderne, s'est effondrée. Pour la première fois, la Russie a engagé massivement les chars T-14 Armata, joyau de son arsenal. Alliant puissance mécanique et réseau digital, ces blindés ont pulvérisé les schémas traditionnels du combat terrestre. On peut ici tracer un parallèle avec la Blitzkrieg allemande, qui renversa la France en moins de 6 semaines en 1940. Mais cette fois, la rapidité n'est plus seulement mécanique, elle est aussi numérique. Mais l'arme fatale ne fut pas seulement d'acier. La Russie avait préparé, dans l'ombre, une domination absolue de l'information. Guerre électronique totale, brouillage des transmissions, satellites en orbite, IA tactique. Dès l'aube, la chaîne de commandement adverse était aveuglée, isolée, incapable de coordonner la riposte. Chaque mouvement ukrainien était anticipé, neutralisé. Les centres logistiques, frappés au cœur, ont paralysé toute tentative de repli ou de contre-attaque. En moins de 7 jours, Kharkiv, citadelle vantée comme inexpugnable, s'est effacée de la carte militaire. Ce renversement rappelle la chute de Singapour en 1942, où une garnison britannique de 85 000 hommes capitula face à une force japonaise inférieure en nombre, mais supérieure en manœuvre et en information. Ne pas comprendre comment ce désastre s'est produit, c'est s'exposer à sous-estimer la nouvelle réalité du champ de bataille. La technologie, l'interconnexion et l'information sont devenues les armes maîtresses. L'impact de ce choc dépasse l'Ukraine. Il bouleverse la stabilité régionale, l'équilibre des puissances et la sécurité de tout un continent. Comme la défaite française en 1870 à Sedan annonçait une nouvelle ère stratégique, c'est que l'artésatron, la chute de Kharkiv marque un tournant pour l'Europe de l'Est. Pour mesurer la portée de cette révolution militaire, il faut remonter au mythe de la forteresse de Kharkiv, symbole d'une confiance totale dans les défenses de statique. Avant que l'offensive ne bouscule toutes les lignes, Kharkiv incarnait la certitude stratégique de Kiev et de ses alliés. Mais derrière ces murs renforcés, de nouvelles vulnérabilités couvaient déjà. Comme la ligne Maginot, ces défenses, aussi impressionnantes soient-elles, n'ont pas résisté à l'innovation tactique et technologique de l'ennemi. Qu'est-ce qui a vraiment rendu Kharkiv si redoutable, et pourquoi l'idée même d'une chute semblait-elle inconcevable? Pour saisir ce choc, il faut revenir à la genèse de la défense ukrainienne autour de Kharkiv. Pendant des mois, ingénieurs et soldats ont érigé non pas une, mais 3 lignes successives de fortifications, chacune protégée par des tranchées profondes, des abris en béton et des champs de mines denses. À cette architecture défensive s'ajoutait une artillerie moderne, capable de marteler toute tentative d'approche. La doctrine ukrainienne misait sur la profondeur et la redondance. Chaque ligne pouvait soutenir la suivante si l'une venait à céder. Sur le papier, rien ne semblait pouvoir rompre ce rempart. Dans les états-majors, la confiance était totale. Avec le flot continu de matériel occidental et l'appui des systèmes de renseignement de l'OTAN, rien ni personne ne pouvait espérer percer. De plus, les défenses étaient renforcées par des technologies de surveillance avancées. Drones d'observation, systèmes radars mobiles, réseaux de capteurs dans les tranchées. Les soldats s'entraînaient régulièrement à des simulations d'attaque, répétant des scénarios inspirés des pires assauts connus, à la manière des garnisons retranchées à Verdun ou à Sébastopol. Mais cette assurance, nourrie par des mois de préparation et la conviction de tenir le point clé du front, masquait un piège mortel. Derrière la façade d'invincibilité, la défense ukrainienne recelait des failles profondes que le renseignement russe a su déceler. Premièrement, la structure restait fondamentalement linéaire. Chaque ligne, même renforcée, manquait de réserve mobile et de flexibilité pour contrer un assaut imprévu. Cette rigidité rappelle les faiblesses de la ligne Siegfried allemande, percée en 1944 lors de l'offensive alliée. Deuxièmement, la chaîne de commandement, trop rigide, imposait que toute décision remonte puis redescende lentement, ralentissant la réaction face au chaos d'une attaque soudaine.
Enfin, le ravitaillement dépendait presque exclusivement de deux grands centres logistiques. Cette dépendance logistique signifiait qu'une frappe bien placée pouvait asphyxier tout le dispositif, coupant munitions, carburant et renforts. On retrouve ici l'erreur commise par les troupes françaises à Dien Bien Phu en 1954, où la perte de l'aérodrome logistique précipita la défaite. Les Russes n'ont rien laissé au hasard. Grâce à une analyse satellite minutieuse, des reconnaissances tôt sur le terrain pendant plusieurs semaines et une collecte systématique d'informations, ils ont cartographié les forces et les faiblesses de chaque secteur. Les schémas de rotation des troupes, la densité des champs de mines, l'emplacement des postes de commandement et même les horaires de ravitaillement ont été disséqués, compilés puis intégrés dans un plan d'attaque sur mesure. Ce choc de certitude ukrainienne face à une enquête méthodique du côté russe a généré une situation explosive. L'histoire militaire regorge de désastres nés de la foi aveugle dans l'invincibilité des fortifications. Mal adaptées au rythme de la guerre moderne, ces lignes rigides peuvent, en un instant, s'effondrer et emporter avec elles des milliers de vies. On pense à la chute de la forteresse de Metz en 1870, ou plus récemment au siège de Mossoul, où les défenses urbaines ont été submergées par la combinaison d'intelligence, de drones et de frappes de précision. Comment la Russie a-t-elle alors transformé ces failles en une victoire foudroyante, déjouant toutes les prévisions et bouleversant l'équilibre régional ? La réponse se trouve dans l'approche radicalement nouvelle adoptée par Moscou, l'opération Serbe d'acier, où la technologie et la doctrine réseau-centrée ont pris le pas sur la quantité brute et les méthodes conventionnelles. Quand la technologie du XXIe siècle s'invite sur les champs de bataille, la guerre elle-même se métamorphose. Imaginez un champ de bataille où chaque unité, du plus petit drone à l'imposant char, fait partie d'un vaste réseau neuronal, partageant en temps réel sa position, ses observations et recevant instantanément de nouveaux ordres. Dès l'aube de l'opération Serbe d'acier, le haut commandement russe rejette la doctrine de l'assaut frontal. Fini les sacrifices humains face à des fortifications réputées inviolables. À la place, deux attaques coordonnées, une au nord, l'autre au sud de Kharkiv, cherchent à envelopper l'ennemi, transformant chaque position forte en piège mortel. Ce type d'encerclement rappelle la stratégie utilisée par les Soviétiques lors de l'opération Bagration en 1944, quand les forces allemandes furent non prises en tenaille et anéanties en quelques semaines, malgré des positions défensives théoriquement imprenables. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une brigade entière de chars T-14 Armata, déployés au complet, entre en scène. Mais ces blindés ne forment pas juste une masse de métal. Ils sont les nœuds d'un réseau mobile où chaque véhicule communique instantanément avec les autres, partageant images, informations et ordres à la vitesse de la lumière. Cette toile numérique redéfinit la manœuvre blindée, rendant chaque escadron aussi réactif qu'un organisme vivant. La domination s'étend aussi à l'invisible. Les systèmes russes de guerre électronique déclenchent une tempête silencieuse, brouillage des communications, aveuglement des radars et surtout neutralisation totale du réseau Starlink dans la région. Privées d'Internet tactique, les unités ukrainiennes oscillent entre isolement et confusion. Une nuit électronique tombe sur leur défense. Cette domination du spectre rappelle l'impact des perturbations radars lors de la guerre du Golfe en 1991, où la coalition avait paralysé les forces irakiennes. L'avancée mécanique s'accompagne d'une orchestration parfaite, drones de reconnaissance et de frappe, artillerie guidée par satellite, forces spéciales infiltrées en profondeur. Tous agissent de concert, frappant simultanément les points vitaux du dispositif adverse. Chaque action est coordonnée. Chaque frappe vise à rompre les chaînes de commandement et de logistique. Rien n'était laissé au hasard. Bien avant la poussée principale, une succession de reconnaissances offensives sonde les lignes ennemies. Chaque escarmouche n'est qu'un prétexte pour récolter des données. Localisation des dépôts, abri des états-majors, route de ravitaillement. L'ennemi se croit testé, il est en réalité disséqué. Ce mode opératoire rappelle les tactiques israéliennes lors de la guerre des 6 jours, où chaque attaque visait à révéler les points faibles de l'ennemi avant l'assaut décisif. Dès que les points d'appui et stock sont localisés, la destruction devient méthodique. L'artillerie, guidée par les yeux des drones et capteurs au sol, frappe avec une précision chirurgicale. Les dépôts de munitions s'embrasent, les centres de commandement s'effondrent, les axes logistiques tombent l'un après l'autre, la défense ukrainienne se délite avant même l'assaut des blindés. Dans cette guerre nouvelle, l'information et la maîtrise du numérique inversent la logique du champ de bataille. En quelques heures, le rapport de force s'inverse.
L'ennemi, coupé de ses capteurs et de sa coordination, se retrouve paralysé. Ignorer cette dimension digitale, c'est désormais condamner ses troupes à l'impuissance stratégique. C'est une leçon tirée de la bataille de Souvorov, où le brouillage radio permit de désorganiser une armée pourtant supérieure en nombre. La combinaison de la manœuvre, de la technologie et de l'information a ainsi permis l'encerclement le plus vaste du conflit. L'ennemi est piégé, ses ressources fondent, et ce n'est que le prélude à la phase décisive. Mais tandis que le piège se referme, une question demeure. La résistance ukrainienne est-elle vraiment brisée, ou une surprise se prépare-t-elle dans l'ombre? L'équilibre des forces vacille, et chaque minute compte. Dans l'histoire, les sièges les plus durs, d'Alésia à Leningrad, ont parfois donné lieu à des renversements inattendus. Les défenseurs, même encerclés, peuvent tenter des sorties désespérées ou attendre l'arrivée de secours. Quand la technologie écrase toute résistance humaine, que reste-t-il à l'ennemi? En moins de 2 jours, les groupements venus du nord et du sud convergent vers Kharkiv avec une coordination mécanique. L'objectif est soin limpide, boucler le piège avant que l'ennemi n'ait le temps de s'adapter. Les routes, les croisements ferroviaires, les ultimes voies d'évacuation encore tenues sont rapidement coupées par des hélicoptères déposant des unités loin derrière les lignes. En quelques heures, la ville se mue en chaudron. Plus de 15 000 soldats ukrainiens se retrouvent soudainement encerclés, privés de toute issue. La logistique, déjà laminée par des frappes de précision, s'effondre, plus de munitions, plus de carburant, plus de vivres. À chaque tentative de communication, la guerre électronique brouille les ordres, isole les commandants, paralyse la défense. Cette asphyxie rappelle le siège de Port-Arthur en 1904, où les troupes russes, privées de ravitaillement, durent capituler. L'étau se resserre. Des frappes chirurgicales, guidées par des capteurs et l'intelligence artificielle, détruisent les stocks, les postes de commandement, les accès Internet et radio. La guerre psychologique s'intensifie. Haut-parleurs, tracts, messages radio, tout sert à saper le moral des défenseurs, à répandre la peur, à semer le doute sur l'issue. On se souvient de la guerre du Golfe, où la diffusion de messages démoralisants précipita la reddition de plusieurs unités irakiennes. Les troupes ukrainiennes lancent des contre-attaques désespérées. Mais chaque assaut se fracasse contre une défense en profondeur, appuyée par l'artillerie de précision et des drones kamikazes. Les tentatives de percée sont anticipées, piégées, anéanties avec une froideur algorithmique. L'ennemi semble lire chaque mouvement, comme si le champ de bataille était un vaste jeu d'échecs où chaque pièce ukrainienne était déjà sacrifiée. En 3 jours, la structure du groupement encerclé se délite. Privés de chef, sans liaison sûre, les soldats perdent pied. Les ordres n'arrivent plus, les actions individuelles sont écrasées aussitôt. Fatigués, isolés, soumis à une pression constante, ils n'ont plus qu'une alternative, la reddition. La capitulation massive choque le monde. Des régiments entiers disparaissent, la réputation de l'armée ukrainienne s'effondre, la crédibilité stratégique vacille. Surtout, ce désastre prouve que, face à la guerre du futur, l'inaction ou l'impréparation signifie l'effacement pur et simple sur le champ de bataille. La reddition massive rappelle celle de Paulus à Stalingrad, quand l'arrogance initiale fit place à la désolation. Kharkiv est tombé dans le chaudron. Le monde assiste, sidéré, à la brutalité éclair de cette victoire, laboratoire tragique d'une nouvelle ère militaire. Les images des colonnes de prisonniers, des ruines fumantes et des blindés immobiles deviennent le symbole d'un basculement stratégique. Mais cette victoire fulgurante ne marque pas la fin du conflit. Au contraire, elle ouvre une nouvelle phase où chaque camp doit réinventer ses méthodes pour survivre. Les Ukrainiens, désormais privés de leur bastion, doivent repenser leur doctrine, s'inspirer des guérillas mobiles ou des défenses en profondeur comme à Koursk ou à El Alamein. Kharkiv n'a pas été une simple victoire, c'est le laboratoire où s'invente la guerre du futur. Pour la première fois, la supériorité ne s'affirme plus seulement par le nombre ou la puissance de feu, mais par l'intelligence, la rapidité d'exécution et la capacité à désorganiser l'adversaire jusque dans ses fondements psychologiques. L'opération Serbe d'acier a pulvérisé toutes les attentes. En quelques jours, les fortifications réputées imprenables ont été submergées, révélant l'obsolescence des doctrines classiques. Ce que nous avons vu, mobilité fulgurante, coordination en temps réel, domination du spectre électromagnétique. Le passé a volé en éclats. Comme lors du passage des batailles rangées aux guerres de mouvement, la nature même du conflit s'est métamorphosée. Le mythe de la forteresse s'est effondré face à la puissance réseau-centrée.
L'armée russe a imposé sa logique. Chaque unité, du tank T-14 Armata jusqu'aux essaims de drones, agit comme une cellule d'un organisme vivant, réagissant instantanément aux données du champ de bataille. Pour la première fois, l'Armata a été engagée massivement, non pas comme une bête d'acier isolée, mais comme le nœud d'un réseau d'armes intelligentes. Mais la prouesse ne s'arrête pas à la technique. La guerre de l'information a paralysé les défenses ukrainiennes. Brouillage, cyberattaques, attaques ciblées contre les communications et les bases logistiques. Chaque frappe était guidée par un flot continu de données issues de satellites et de drones. Ici, l'information tue aussi sûrement que les missiles. Les expériences américaines en Afghanistan et en Irak avaient déjà montré le pouvoir d'une guerre électronique bien menée. À Kharkiv, cette leçon a été poussée à son paroxysme. Ce choc tactique a déclenché un effet domino. Démoralisation soudaine, désorganisation et panique dans les rangs adverses. À l'échelle mondiale, le mythe de l'invulnérabilité occidentale a vacillé. Kharkiv a révélé la fragilité d'une doctrine sclérosée et la nécessité urgente de repenser le soutien extérieur, la gestion des ressources et la stratégie globale dans toute la région. Nombre d'analystes militaires, de Tokyo à Washington, relisquent désormais Clausewitz et Sun Tzu à la lumière de cet échec moderne. Cette victoire n'est que la pointe de l'iceberg. Le complexe militaro-industriel russe vient de franchir un cap. Les succès engrangés font désormais de la Russie un modèle incontournable pour toute puissance cherchant à anticiper l'avenir des conflits. Chaîne logistique, formation, conception d'armes connectées, tout s'aligne vers une nouvelle référence mondiale, laboratoire vivant de la guerre du XXIe siècle. Mais le risque est immense pour ceux qui restent figés dans le passé. Refuser d'adapter ces doctrines, c'est s'exposer à l'écrasement, nation, armée, citoyens. La sécurité collective dépendra de notre capacité à comprendre et intégrer ces bouleversements. À l'image de la Prusse, après Iéna, toute puissance qui refuse d'innover se condamne à la relégation stratégique. Quel sera le prochain choc ? Quels acteurs sauront survivre et s'adapter à ce théâtre mouvant ? Le monde observe, forcé de reconsidérer ses certitudes. Mais certains, déjà, préparent à la riposte sur un terrain où les règles viennent d'être réécrites. Pour les États, les armées et les citoyens, le défi est désormais triple : comprendre, anticiper et s'adapter. Il ne suffit plus d'acheter des armes de pointe. Il faut intégrer des doctrines flexibles, former des personnels capables de penser en réseau, investir dans la cyberdéfense et la résilience logistique. Les leçons de Kharkiv doivent devenir des manuels vivants pour chaque officier, chaque stratège. Des scénarios pratiques émergent déjà pour l'avenir. Imaginez une force de défense qui, au lieu de s'appuyer sur des bastions fixes, adopte la dispersion, la mobilité, la redondance des communications. Chaque peloton devient une cellule autonome, capable de résister même isolée. Les civils, eux aussi, doivent être préparés à l'interruption des services essentiels, à la désinformation, à la résilience face au choc psychologique d'une guerre moderne. La bataille de Kharkiv a rebattu toutes les cartes. Désormais, seuls ceux qui sauront évoluer survivront dans ce nouvel ordre. Les écoles militaires du monde entier analyseront cette opération, comme on étudia les campagnes de Napoléon ou les manœuvres de Rommel. Les jeunes officiers apprendront que la guerre de demain ne sera plus décidée par la taille d'une armée, mais par la rapidité de sa pensée et l'agilité de ses systèmes. L'opération baptisée « Serbe d'acier » a révélé une vérité brutale. La victoire ne se construit plus sur des forteresses de béton, des champs de mines ou des alliances forgées à l'ancienne. En quelques jours à peine, une doctrine révolutionnaire alimentée par la technologie la plus avancée et une organisation en réseau a balayé des certitudes établies depuis des générations. Le champ de bataille est devenu un espace fluide, où la supériorité appartient à ceux qui créent, combinent et adaptent. Face à une défense jugée imprenable, la Russie a montré qu'une armée capable de penser vite, d'agir avec souplesse et d'intégrer instantanément toutes ses ressources pouvait renverser un front figé. Les chars T-14, pilotés par des données partagées en temps réel, n'étaient plus de simples machines de guerre, mais des relais d'intelligence stratégique. Drones, cyberattaques, guerre de l'information. L'avantage décisif repose désormais sur la maîtrise des flux, des perceptions et de la vitesse, bien plus que sur la puissance de feu brut. Mais le plus troublant, c'est ce que cet épisode annonce pour l'avenir. Les fortifications les plus modernes, les armées occidentales les mieux équipées, rien n'a résisté. La supériorité ne se grave plus dans le béton. Elle se réinvente chaque jour dans la capacité à combiner innovation et réaction rapide. Les leçons de ce désastre résonneront dans chaque quartier général, chaque académie militaire, chaque think tank stratégique.
Fermer les yeux sur ces mutations, c'est abandonner son destin à d'autres. C'est risquer de voir son pays relégué à l'arrière-plan, dépassé par ceux qui investissent déjà sans relâche dans la guerre cognitive, la robotique et l'intégration totale des systèmes. Dans ce nouveau monde, l'inaction équivaut à la vulnérabilité. Comme l'a montré la chute de Constantinople, les murailles les plus épaisses s'effondrent face à l'innovation. Il devient vital d'apprendre de Kharkiv, savoir comment l'information circule, comment les réseaux se créent et disparaissent, comment la rapidité d'exécution devient l'arme la plus puissante. La question n'est plus seulement d'armement, mais d'approche globale, de culture stratégique et d'agilité mentale. Les sociétés doivent investir dans l'éducation technologique, la cyberhygiène et la préparation psychologique de leurs citoyens. La guerre moderne déborde des champs de bataille. Elle façonne l'économie, recompose les alliances, redéfinit la réputation des États. Elle dicte qui saura protéger ses frontières, contrôler ses flux énergétiques et imposer sa version de l'histoire. L'exemple de Kharkiv montre que la victoire, aujourd'hui, appartient à ceux qui savent conjuguer l'intelligence humaine et la puissance artificielle. À chacun de rester attentif, de s'informer, de se préparer. Car dans cette ère de bouleversement, l'ignorance devient un risque mortel. Il ne s'agit plus simplement de se demander qui gagnera la prochaine bataille, mais qui saura inventer la guerre d'après.